Vous êtes sur le 98 de la bande FM. On va faire une 4e fois le tour de la Terre ce soir avec une invitée qui est dans les studios. Elle est dans les studios et je la remercie d'être là et je suis très contente puisque nous sommes avec Laurence Baranski qui est conseil et coach de dirigeants. Elle a écrit et coordonné différents ouvrages sur l'entreprise, sur l'école et la société, notamment L'urgence de la métamorphose, coécrit par Jacques Robin en 2007. Bonjour Laurence Baranski. Bonjour Joël. Vous avez fait 3 fois le tour de la Terre pour réveiller les feux sacrés de la connaissance. Oui, 3 fois. Et ce qui a donné un livre que vous avez sous les yeux, 3 voyages, 3 tours de la Terre, 3 voyages autour de la Terre, 3 livres en un seul. D'un point de vue éditorial, nous avons décidé de les réunir en un seul ouvrage. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un peu le principe et ma marque de fabrique. L'idée de ces 3 voyages est de signaler qu'ils sont reliés, interreliés entre eux. Un mot sur chacun de ces 3 voyages. Un est un voyage à la rencontre des civilisations du passé. Le second, à la découverte des civilisations disparues ou mythiques. Et le 3e, à l'exploration des civilisations que j'affectionne tout particulièrement, les civilisations parallèles. Qu'est-ce que vous entendez par parallèle ? Parallèle à notre plan de réalité. Ce sont les civilisations subtiles, sensibles, éthériques. On va peut-être pas tout de suite en parler. On va peut-être parler, nous, de votre expérience personnelle qui est à la page 602 du livre. C'est un gros livre qui fait un peu plus d'1 kilo. À la page 602, vous parlez de vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé quand vous aviez 36 ans. Ah, vous commencez par la fin du livre. Oui, il fait 740 pages. Vous commencez par la page 602. Oui, à 36 ans. À 36 ans, il y a un fond émotionnel à ce qui se passe. Et le fond émotionnel, c'est une histoire d'amour qui se déroule pas très bien, ou en tout cas qui me met en tension. Une histoire d'amour qui me met en tension avec une douleur amoureuse, un refus de la part de l'autre. Je suis allongée sur le canapé et je suis triste, je pleure pas, mais je suis triste et je me repose. Et là, tout d'un coup, en un éclair, je me sens projetée ailleurs, je suis ailleurs. Et où est-ce que je suis ? Je suis dans ces civilisations, certainement, et pour moi, oui, je suis dans les civilisations parallèles. Et je danse dans la lumière. Je suis inondée de lumière. Et j'ai l'intime conviction, sensation, impression, dans le plus profond de moi, que tout est amour, tout est lumière. Tout est amour, tout est lumière. Ça dure peu de temps, mais ça va me marquer à vie. Et les personnes qui font ce type d'expérience, on peut tous avoir, et certains de vos éditeurs ont eu ce type d'expérience, sont des expériences qui marquent très très fortement. Hop, je redescends sur terre, je reviens sur mon canapé, comme si rien ne s'était passé, j'étais ailleurs, je reviens. Ça dure, donc je ne sais pas combien de temps. Et là, ça a été en fait le déclencheur, notamment, outre d'un travail de recherche sur les civilisations parallèles et la lumière, ça a été aussi pour moi le déclencheur de l'écriture, puisque je me suis mise à écrire pendant 7 jours et 7 nuits, et quasiment sans dormir, sans manger. Il fallait que j'écrive. C'était ce que j'appelle un acte cathartique. C'était plus fort que moi. C'était une impulsion intérieure. J'ai écrit l'histoire de ma vie que j'ai appelée 4 saisons vers la lumière. Ma vie m'est apparue comme un chemin avec 4 saisons. Alors, je pourrais détailler si vous me posez des questions. Entre les saisons, des passages. Et surtout, cette idée fondamentale pour moi, qui m'est restée, que ma vie était un parcours initiatique. Mais au-delà de ma vie, je me suis dit, bon sang de bonsoir, toutes nos vies d'êtres humains sont des parcours initiatiques, fabuleux, avec un chemin de quête vers le sens, vers quelque chose. Alors, on pourra en parler de ce quelque chose. Un chemin de quête vers ce que moi j'ai appelé la lumière, puisque ce manuscrit, qui n'a pas été publié, qui est un manuscrit personnel, je l'ai intitulé 4 saisons vers la lumière. Puis après, j'ai pu arrêter d'écrire. C'est bien. En tous les cas, votre expérience d'avoir comme ça, après une déception amoureuse, on est dans le gris, on n'est pas bien et tout, et cette espèce de lumière, moi, ça m'est arrivé aussi après une déception amoureuse, mais dans un bois de Vincennes, je crois, je promenais mon chien, et d'un seul coup, c'est comme si tout s'éclairait, et c'est comme si je revivais, c'est-à-dire c'est peut-être quelque chose qu'on nous donne pour nous montrer que on a fini de pleurer, et puis qu'il faut peut-être voir autre chose. Oui, certainement. Et puis c'est aussi
c'est comme si on nous donnait un autre but qui est au-delà. Parce qu'après, une fois que j'avais perçu la lumière, j'ai commencé un travail personnel sur moi, sur la compréhension, sur le sens, sur les perceptions, sur les états de conscience, sur les voyages astraux, toutes ces choses-là. Alors là, on est dans le 3e voyage. Là, on est dans le voyage à l'exploration des civilisations parallèles, avec les êtres de lumière, les consciences. Qu'est-ce que tout ça, comment tout ça s'organise, si tant est que cela s'organise. Donc, je pense que ces expériences cathartiques, mystiques, qui pour moi c'est une expérience mystique, sont aussi comme des fenêtres ouvertes, des éclairs qui nous disent il y a autre chose et le chemin ne s'arrête pas à une simple douleur dans cette vie à un moment donné. Peut-être même que les douleurs, sans être obligatoires, sont des passages pour aller plus loin vers cette lumière et cette lumière qui est une lumière extérieure vers laquelle nous pouvons marcher. Un petit peu comme j'allais dire l'ermite dans le tarot, mais il s'éclaire lui-même, l'ermite. Et ce que je crois, c'est que cette lumière, tout en étant loin et extérieure, elle est surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est celle-là que nous recherchons, la lumière intérieure et la lumière du cœur. D'ailleurs, nous avons des expériences un peu similaires. C'est peut-être pas étonnant que ce soit dans le cadre d'histoires d'amour où le cœur est particulièrement touché, fragile, et donc réceptif à ce type de vibration, à ce type d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait rien demandé. Ça s'est venu tout seul. Ah oui, ça c'est ce qu'on croit. Mais peut-être qu'une part de nous inconsciemment l'avait demandé. Mais oui, mais consciemment, nous n'avons rien demandé. C'est-à-dire, pouf, tout d'un coup, c'est là. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, on est ailleurs. Alors, j'avais ainsi depuis ma naissance, c'est vous qui écrivez, donc cette fameuse page 603. J'avais ainsi depuis ma naissance traversé une première saison que je nommais l'apparente insouciance, puis les années silence, l'épreuve et enfin l'apprentissage. Ouais. L'apparente insouciance, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Et avec une acuité du regard qui m'était personnelle, mais que nous avons chacun nos expériences. Les enfants ne sont pas naïfs. Nous ne sommes pas si naïfs que ça. Et nous voyons quel est le monde. Nous voyons, on a un 6e sens pour décoder ce qui se passe et ce qui se passe dans la tête des adultes, des parents, mais pas seulement des parents, de tous les adultes et ceux qui vont être des figures parentales. Et les enfants apprennent la vie à travers ce qu'ils perçoivent des grands, des adultes. Ils ne le diront pas forcément, mais cela va être constitutif de qui ils vont devenir, leur ressembler ou ne pas leur ressembler, faire pareil ou faire différemment. Voilà. Et donc, ça a été mon expérience à moi. J'ai développé cette acuité-là, petite. Apparente insouciance, puis les années silence. Pourquoi les années silence ? Apparente insouciance parce que, je reviens sur la première année, c'est de 0 à 9 ans, 36 ans, c'est 4 fois 9, donc c'est de 0 à 9 ans. Apparente parce que les enfants sont malins, ils font comme si tout était normaux. Ils ont une grande capacité à se socialiser et à faire ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, l'insouciance des enfants, et parfois, dans mon cas, elle l'était en tout cas, c'est une insouciance qui n'est qu'apparente. Après les années silence, parce que je n'ai rien dit et j'étais une petite fille silencieuse. Je n'ai pas dit mes étonnements, je n'ai pas dit mes souffrances, je n'ai pas dit mes douleurs, j'ai gardé pour moi. Je n'ai pas dit ce que je voyais, ce que je percevais, ce que je ressentais. Alors moi, des enfants ressentent les phénomènes sensibles, subtils, les êtres de lumière. Enfin, moi, je ne parle pas de ça. C'est pas ça que je percevais. Mais certains enfants vont ne pas dire ça, puisque nous sommes dans un monde où il n'est pas facile de dire qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Et les enfants sont hypersensibles et c'est encore plus difficile pour eux parce qu'ils comprennent très vite qu'ils peuvent pas dire. Et qu'il faut pas tout dire. Il y a une forme d'obligation au conformisme qu'on comprend très vite quand on est enfant. Et puis ils ont pas les mots. Ils pourraient avoir les mots. Oui, c'est pas évident de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Si les adultes savent écouter, si. C'est peut-être, vous avez raison, c'est des manques de mots, mais je pense que c'est surtout des manques d'autorisation et de réelle écoute des grands. Allez, suivez les enfants, tout est normal, on va là. Ouais, mais il se passe peut-être autre chose. Alors, les années silence de 9 à 18, oui. L'épreuve, c'est l'épreuve amoureuse. Non, là j'avais 36 ans, l'épreuve amoureuse. Non, l'épreuve, alors après, je vais pas raconter ma vie personnelle en détail, c'est pas l'objet, mais
les difficultés que j'avais eues dans l'enfance m'ont amené à être en rupture à 18 ans, en rupture avec moi-même, et j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien. Donc, il a fallu que je me reconstruise. Et c'est là que j'ai commencé un chemin de travail personnel. J'avais 19-20 ans par une psychanalyse que j'ai dû faire pendant 4-5 ans. Aujourd'hui, je suis très critique sur la psychanalyse, mais à l'époque, c'était la seule porte thérapeutique qui s'ouvrait facilement. Donc, j'ai commencé. Puis, je me suis tournée vers ce que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse. J'aime beaucoup les petites cousines de la psychanalyse. C'est l'analyse transactionnelle, c'est la PNL, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est la sophrologie. Toutes ces thérapies qui sont beaucoup plus sensitives, comportementales et surtout, qui ne s'intéressent pas au pourquoi ça va mal, mais comment faire pour que ça aille mieux, et qui nous invite à trouver des réponses et à ouvrir notre imaginaire et nos possibles. Et voilà. Donc là, c'est difficile et je me reconstruis. Ça, c'était la galère. C'était 9 ans de galère. C'est-à-dire que il y a une période 24-25. Mais c'est intéressant si je vous parle de moi comme ça. Mais oui, parce que vous parlez de vous, mais vous parlez de nous aussi, parce qu'on est peu tous les mêmes. À 24, 25, 26, c'est dur. Et j'essaie de me redresser symboliquement, mais physiquement. En apparence, je suis normale. Je fais des études à l'université, tout va bien. Mais moi, intérieurement, je me vis comme éclatée par une grenade de l'intérieur. Donc, c'est difficile d'être unifié, de rester stable et équilibré, où on dit aujourd'hui aligné, quand on se sent éclaté. Et vraiment, l'image, l'impression que j'ai, c'est, et je retombe, et je me relève, et ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est génial, et paf, je retombe, et je m'égratine les genoux. Donc, quand je retombe, ça va être des moments de dépression, des moments de perte d'énergie, des moments de vide. Je connais bien, aujourd'hui, heureusement, j'ai réussi à réguler ça, mais je connais bien ces moments où tout va bien, et puis il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, des fois, et puis, l'énergie s'en va. Et j'ai voulu me suicider plusieurs fois, ou plus exactement. Je me suis dit, Laurence, sois sérieuse avec toi-même et sois un minimum exigeante avec toi-même. Soit tu continues cette vie à peu près, pourtant je faisais des efforts, donc j'étais dure avec moi-même. Soit tu arrêtes, tu finis avec toutes ces difficultés et tu décides une bonne fois pour toutes de devenir qui tu as envie d'être. Et plus que ça, tu décides de devenir qui tu es profondément au fond de toi. Et là, une étoile, une lumière au loin s'est allumée. J'avais 27 ans, j'avais 27 ans, et j'ai décidé de devenir qui je voulais être, et plus que ça, de devenir qui j'étais, quitte à être étonnée par qui je suis moi-même. Et là, hop, les morceaux de la grenade éclatés ont commencé à se réunifier. 27, 28, c'est Saturne qui fait qu'on passe de l'autre côté, justement, à l'apprentissage. Et là, je passe de l'autre côté. Alors, c'était joli, je vous raconte juste la fin parce que là, j'avais pas fait mon extase mystique, dont nous avons parlé au début, dont vous m'avez demandé de parler, mais ça va être très joli parce que, à partir du moment où je prends cette décision de vie, parce que je m'étais dit, soit tu te suicides et puis c'est fini, on n'en parle plus, soit tu te suicides pas, mais tu vis vraiment. Donc, je prends cette décision de vie. Je crois que c'est important. Enfin, quand on s'écoute les uns et les autres sur un parcours de vie, c'est important, ces moments où on prend une décision de vie. Je décide de vivre. Et là, pendant 9 mois, c'est très joli. Je vais faire un rêve que je faisais petite, où je suis une petite fille dans une grotte. Et je suis au fond de la grotte et je ne veux pas avancer vers la lumière. Pourtant, je vois pas très loin, la grotte est ouverte, il y a beaucoup de soleil. Et il y a des gens qui passent, des gens qui rient, des enfants. Donc c'est la vie et c'est la vie heureuse. Moi, c'est mon histoire de petite, je n'y ai pas droit et je reste au fond de la grotte. Ma place est dans la grotte, peut-être dans le ventre de maman. C'est la caverne, oui. Et on vient me chercher et dans mon rêve de petite, je disais non, ce n'est pas pour moi, je n'irai pas dans la vie. Bon, c'est dire si j'ai pu être mal dans ma vie à certains moments. Et là, à partir du moment où je prends cette décision de vie, réellement, pendant 9 mois, pas tous les jours, mais presque tous les jours, ou en tout cas régulièrement pendant 9 mois, je vais faire ce même rêve récurrent. Mais là, chose curieuse, c'est la grande, moi, de 27 ans, qui vient chercher la petite et qui lui dit « on va y aller à notre rythme ». Et ça va prendre 9 mois. Et réellement, 9 mois, je l'ai constaté après coup, nous nous retrouvons, la grande et la petite, donc moi, les deux, mais unifiés, à la porte de la grotte, prête à entrer dans ce monde de lumière qui est notre monde de vie, notre monde ici-bas sur Terre, les jours de soleil. Et là, je savais que j'allais maintenant vivre et pouvoir vivre. Mais il y a eu ce travail, et là j'ai compris
Ce que ensuite j'ai lu dans les livres plus de spiritualité, de tradition de sagesse, les différents plans, le plan matériel, le plan astral, le plan spirituel, et les différences de temps et de rythme. En réalité, dans mon rêve, ça prend très très peu de temps, ce moment où la grande va chercher la petite pour être à la porte, et c'est un laps de temps très court. Moi, ça me prend 9 mois sur Terre, parce que je vis, mon corps et moi, je vis au rythme de la Terre. Et les plans astraux sont des plans beaucoup plus rapides. Bon, après, j'ai exploré ça, j'ai cherché. Hein. On va essayer de faire une pause musicale. Je dis bien qu'on va essayer, hein. Ça devrait marcher peut-être. Oui. We hope you'll get a very pleasant flight. Only a little trip on the sky. En buvant un soda avec une paille. Au repas nous aurons des œufs de caille. Padam papadam papadam papadam. Padam papam pam pam pam. We hope you'll get a very pleasant flight. For you the time has come to say goodbye. Reposez-vous sur l'appui de tête en sky. Ne pensez à rien, on fait le travail. La vie est un voyage. N'emportez pas de bagages. Il ne faut que du courage. On prévoit de l'orage. Le pilote et l'équipage vous souhaitent un agréable voyage. Padam papadam papadam papadam. Padam papam pam pam pam. We hope you get a very pleasant flight. Sometimes you're afraid of the dead, but why? Maybe it can be easy if you try. Nous survolons des barrières de corail. Padam papadam papadam papadam. Padam papam pam pam pam. We hope you get a very pleasant flight. Notre système est réputé sans faille. Par les hublots on voit le mont Sinaï. La terre entière est un champ de bataille. La vie est un voyage. N'emportez pas de bagages. Il ne faut que du courage. On prévoit de l'orage. Le pilote et l'équipage vous souhaitent un agréable voyage. Padam papadam papadam papadam. Padam papam pam pam pam. We hope you get a very pleasant flight. Sometimes you're afraid of the light, but why? Il suffirait de franchir le portail. Le jardinier porte un chapeau de paille. Padam papadam papadam papadam. Dudum dudum dum dum. We hope you've got a very pleasant flight. Only a little trip on the sky. Pour vous nous avons soigné les détails. Acceptez-vous de servir de cobaye? Merci beaucoup Camille Couteau. Un agréable voyage sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Dans cet au-delà du miroir que nous poursuivons avec Laurence Baranski, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Réveiller les feux sacrés de la connaissance aux éditions Lana Édition. Avant de parler de l'édition Lana Édition, vous avez quand même eu de la chance, puisque vous avez rencontré, quand ça allait pas bien, vous avez rencontré Chantal et Gilles Guattari. C'est un peu eux qui vous ont aidé?
Ils m'ont accompagnée alors juste avant cette superbe chanson, des choses très vraies sont dites sur un ton léger, mais les paroles sont bien vraies. On en était juste, il y avait, avant de rencontrer Gilles et Chantal, il y a l'épreuve, la saison de l'épreuve où j'apprends à vivre dans le monde et je travaille. Et durant cette période-là, j'en étais restée, si vous permettez, nous sommes la grande et la petite devant la porte de la grotte, donc à la sortie, et je suis sortie. Et là, très concrètement, dans la vraie vie de tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la petite dans mon ventre, dans mon cœur, et je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais avancer à ton rythme. Et là, j'ai travaillé, c'est la venue à Paris, le travail, enfin, la vie normale de quelqu'un de jeune qui vient à Paris et qui travaille. Et parce que ces questions sur la vie, le sens, les relations, la connaissance de soi m'intéressaient beaucoup. C'est là que j'ai fait beaucoup d'analyses transactionnelles et ce que j'appelle ces petites cousines de la psychanalyse. 36 ans, extase mystique, ce phénomène, tout est amour, tout est lumière. Et donc, autre chose existe. Et là, oui, là, je vais chercher à comprendre parce que les grilles classiques, psychologiques et au sens large avec toutes les nuances qu'on peut avoir, toutes ces grilles thérapeutiques, psychosociologiques ne me suffisent plus pour expliquer ce phénomène et pourquoi je porte ça en moi aussi. Je vais chercher et on dit qui cherche trouve, mais c'est assez vrai quand voilà, qui cherche trouve. J'ai rencontré effectivement Gilles et Chantal Guattari. Gilles et Chantal Guattari qui sont deux mari et femme et qui font un travail d'accompagnement depuis des années déjà, si je dis 25 ans, 30 ans, et qui accompagnent les personnes sur le chemin de la connaissance de soi, de l'éveil, avec un travail de compréhension holistique, globale sur l'être humain et sur qui nous sommes. Et j'ai cheminé avec eux. J'ai fait de différents séminaires, une formation sur les états modifiés de conscience et l'accompagnement. Donc ça a été pour moi un repère très très important. Il y a aujourd'hui de très nombreuses, et c'est très très bien, de très nombreuses personnes qui accompagnent sur ces chemins de connaissance de soi, d'éveil, d'ouverture de conscience, de méditation. J'ai l'habitude d'avoir un ou deux repères à chaque fois. Donc j'ai beaucoup cheminé avec eux en référence et en accompagnement. Puis comme leur proposition est vraiment ouverte à 360 degrés, je m'y retrouvais bien. Je n'étais obligée de rien, j'avais juste la possibilité de cheminer vers une plus grande compréhension et perception de moi-même. Alors vous faites l'épreuve par 9, parce que vous dites que c'est un jeu de mots, mais c'est des preuves par 9. Parce que l'épreuve, ça peut être aussi l'épreuve qu'on doit donner à la vie. Et puis donc, on dit toujours la preuve par 9, donc je fais un jeu de mots. Ouais. Et enfin, l'apprentissage, donc, c'était... Non, c'était juste avant, Gilles et Chantal Guattari. C'était 28-36. Voilà, 28-36. Et à 36, lumière. Celui qui apprend à être sage. Voilà. Celui qui apprend à être sage. Ah, l'apprentissage, celui qui apprend à être sage. Et la 5e saison, vous appelez la lumière, donc elle serait de 36 à 42. Voilà, donc je l'ai passée, je vais avoir 53 ans, donc ça y est, j'ai dépassé la saison de la lumière, là. Et alors la saison de la lumière, c'est la saison de cette découverte, donc ça c'est donc de ce que dans le livre, parce que si on revient au livre, ce que j'appelle les civilisations parallèles, la découverte, c'est la découverte de quoi? C'est la découverte de ma multidimensionnalité, de notre multidimensionnalité d'être humain. Nous sommes multifacettes et nous existons et nous pouvons percevoir sur différents plans de réalité. La réalité matérielle est une réalité vraie en tant que telle. Ce n'est pas notre seule réalité. Il y a les réalités sensibles, éthérées, les réalités de l'esprit. Donc voilà, j'ai cheminé la saison de la lumière, c'est la découverte de soi. C'est aussi la découverte que avancer. Le but n'est pas d'avancer vers forcément cette lumière en disant je veux la lumière, non. C'est inopérant, ce travail est inopérant et inefficace s'il n'a pas une assise solide. Et une assise à quel niveau? Une assise au niveau physique, métabolique, une assise au niveau psychologique et une clarté de ses propres schémas psychologiques, et une assise aussi mentale, parce que la raison est importante. En fait, c'est donc une unification. La quête de la lumière est aussi une quête de réorganisation de soi et de nettoyage de soi à tous les niveaux. Donc c'est pas que joli et doux. J'avais parfois l'impression, et avec mes camarades qui ont fait
ce chemin-là aussi, mais de manière unique, nous sommes tous uniques, qui ont fait ce chemin-là, on a souvent l'impression, on a eu l'impression, après avec le temps ça se calme, mais on a eu l'impression d'entrer dans une machine à laver et puis d'être secoué. On l'est parfois, ah oui c'est vrai. Le chemin vers la connaissance de soi est pas toujours doux. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés à nos propres limitations, à nos propres peurs, à notre culpabilité. Et à un moment donné, on avance sur le chemin. C'est comme si on avance toujours plus loin, on s'autorise à être toujours plus grand, mais pouf, à un moment, on va tomber sur nos propres limites. Et se confronter à nos limites peut être douloureux. C'est pas la vie qui est douloureuse, c'est que on s'y confronte pour pouvoir transmuter, dépasser, annihiler, pardonner, s'il faut pardonner, se pardonner à soi. Voilà. Mais il y a des passages qui peuvent être difficiles et il peut y avoir de la résistance au changement que nous générons nous-mêmes. Donc, cette difficulté, c'est nous qui la générons. C'est pour ça ça peut donner à l'arrivée l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. Avec tout plein de moments d'apaisement, de moments de bonheur, de découverte, dans la relation à soi, dans le fait qu'on est plus grand que ce qu'on pensait être, plus relié aux autres et à la terre, dans la rencontre avec l'autre aussi, donc de grands moments de bonheur. Ce sont nos possibles qui s'ouvrent. Et ce qui se passe, magie de la vie. Quand on ouvre ses propres possibles vis-à-vis de soi-même, on ouvre aussi très concrètement les possibles de notre vie et ce qu'on va pouvoir faire de sa vie. Il y a une magie de la vie qui fait que les choses se font plus facilement. Elles arrivent. Elles arrivent. Alors, donc, on a parlé de Chantal. Et alors, vous remerciez... Voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Gilles et Chantal. Mais oui. vous remerciez aussi Patrice Van der Sel et Edward Shore. Oui, alors Patrice Van der Sel, parce que j'en parle aussi dans le 3e voyage à la rencontre, à l'exploration des civilisations parallèles. Je ne connais pas Patrice Van der Sel, mais je le connais bien sûr par ses écrits multiples et nombreux, variés. Et je le cite notamment pour La Source Noire. Il a été en 90 un des pionniers à écrire sur ces sujets-là. Ces sujets-là, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout ce qui a à voir avec la vie et le mystère de la vie et la mort. Il a fait tout un travail, il a fait parler des personnes et puis il a fait il a proposé des résumés, s'il les a pas fait parler, des personnes comme Raymond Moody, comme Elisabeth Kübler-Ross. C'était le tout début, c'était nouveau. Au départ, on prenait ces personnes pour des huluberlus, des rigolos. On les prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, y compris de scientifiques et de médecins, qui s'aventurent sur ces terrains encore inexplorés de la connaissance du mystère de la vie, de la mort, de la conscience, de qui y a-t-il au-delà de nous et de nos perceptions. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour Patrice Van der Sel. Je le remercie pour son livre, et son livre me guide une partie du voyage, du 3e voyage. Il me guide, en fait, il ouvre la porte. Dans mon livre, je dis pas que ce que je sais, je fais moi aussi parler de nombreuses personnes. Je suis très reconnaissante à toutes ces personnes qui sont en train. Et il y en a partout, il y a dans tous les domaines et de la vie, du vivant, qui sont en train d'explorer les nouveaux terrains de la connaissance, qui ont l'audace d'y aller, quitte à se faire taper dessus par la communauté académique classique, quitte à ne pas avoir la promotion qu'ils auraient pu avoir, mais ils y vont et ils sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, ils sont aidés à merveille par tout le courant quantique, science quantique, donc qui dispose d'une certaine crédibilité puisque c'est de la science. Et aujourd'hui, on est à ce moment particulier où la science rejoint la spiritualité et où les recherches scientifiques rejoignent la spiritualité. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance. Patrice Van der Sel a été une de ces personnes pionnières. Edward Shore. Édouard Chouret, alors lui c'est en 1886, donc c'est bien avant. Il avait écrit un livre aussi et qui m'a beaucoup inspiré, Les Grands Initiés. Les Grands Initiés, où il parlait de la vie de Jésus, de Moïse, de Pythagore, de toutes ces personnes qui étaient des personnes détentrices de la connaissance. Les grands initiés. Les grands initiés. Et autrefois, les grands savants étaient intellectuels, scientifiques, étaient aussi des grands sages spirituels, ce que nous avons perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, un scientifique, c'est un scientifique. Avant, un philosophe était à la fois quelqu'un qui était sachant au niveau scientifique, mais également connaissant au niveau spirituel. Les deux étaient reliés.
Donc le livre d'Édouard Chouret m'a beaucoup inspiré, et juste après Patrice Van Hersel, je demande à Édouard Chouret effectivement de me guider et de me dire des choses sur les particularités de ces grands initiés, ces philosophes qui étaient des amoureux de la sagesse et qui étaient tous à leur manière, qui étaient médiums, qui étaient parapsychologues, qui étaient magnétiseurs. Les grands philosophes d'hier étaient tout ça, hein. Ils connaissaient les mystères des mystères subtils, enfin, et puis il savait ça. Donc avec lui, avec Édouard Chouret, j'essaie de comprendre ce que veut dire l'initiation. Je marche sur les pas des grands initiés. Aujourd'hui, on en a des initiés, on a des gourous hindous, on a Amma qui, à sa manière, est une grande initiée. Il y en a aujourd'hui, bien sûr aussi. Alors, vous avez recherché, vous êtes allé à la recherche de vos mémoires karmiques, de votre programme de vie, vous l'avez dit, mais que retient-on de ces voyages en expansion de conscience ? Tout plein de choses. Ça, les voyages à travers les autres plans de réalité, j'utilise des techniques que j'ai appris avec Gilles et Chantal Guattari. J'utilise leurs protocoles. Il peut y avoir d'autres protocoles. On laisse partir. On se met dans un état particulier de détente, de méditation. C'est mieux d'être accompagné, mais c'est pas obligé. On peut prendre l'habitude de le faire soi-même, et on laisse partir son esprit et on le laisse voyager. Certains, alors parfois c'est juste une impression de voyage. D'autres vont avoir une impression si claire de ces voyages, une impression si réelle, qu'ils vont dire qu'ils font des voyages astraux, hein, et très certainement font-ils des voyages astraux. Les mondes parallèles. Mais Joël, là, nous sommes toujours dans le 3e voyage, hein, à l'exploration des civilisations parallèles. Mais c'est très bien. Mais ces mondes parallèles sont un ami qui venait de décéder et qui m'a parlé, oui, je dis qu'il m'a parlé, je l'exprime comme ça, puisque les personnes décédées, parfois je reçois des messages, et venait de décéder et me dit: Laurence, c'est plus complexe que complexe, et il riait beaucoup, parce qu'en fait c'est une complexité multidimensionnelle. Ces mondes parallèles et qui sont des mondes d'images, des mondes de sensations, des mondes de réalité sont très très nombreux et très très complexes. Puis on se déplace très vite parce que le temps n'est pas le même, hein, donc on se déplace à la vitesse de l'éclair. Et voilà, donc on peut retenir tout plein de choses. Tout dépend où l'on va, tout dépend ce que l'on cherche, tout dépend qui on rencontre aussi, parce qu'on peut y faire des rencontres. Donc après, c'est lié à l'intention de chacun, au but de chacun. Edgar Cayce, si je me trompe pas, oui, Edgar Cayce, lui, était médium et allait lire dans les annales akashiques et redescendait des informations sur les personnes qui le consultaient ou sur l'histoire de l'humanité. On peut aussi trouver ça dans ces autres plans. Alors, la 9e porte, celle du temple, hein, vous parlez... Alors, du temps, oui, c'est la porte du temps, vous l'avez cherchée longtemps. Oui, parce que au départ, quand je commence le 3e voyage, je suis les pas de Patrice Van Hersel, et puis je me promène. Alors les portes de la conscience, le questionnement sur ce qu'est la conscience, et la conscience serait peut-être plus complexe qu'on ne le pense, et puis pas localisée dans le cerveau. En fait, tout le questionnement actuel, scientifique actuel, est encore novateur, mais de plus en plus de personnes ont écrit, recherchent, et pareil, sur le questionnement sur la mort et la porte de la mort, c'est assez facile. Sur l'univers, que pourrait être l'univers, la réalité, sur le hasard et les synchronicités. Donc, il y a un certain nombre de grands thèmes qui restent, certes, à l'orée de la connaissance. Et moi, mon grand plaisir, ce serait qu'on soit nombreux et qu'on ouvre ces champs de recherche. Donc, il y a un certain nombre de personnes. De la guérison et la médecine de l'invisible, la médecine des corps quantiques, là aussi, et heureusement, il y a beaucoup de personnes. Un des thèmes, je trouve, qui est encore peu scientifiquement, même par les pionniers étudiés, c'est le temps, c'est la question du temps. Et donc elle est peu alors j'ai trouvé deux personnes qui étudiaient, dont Philippe Guillemant qui parle du temps avec la théorie de la double causalité. Voilà, un temps de maintenant vers le passé et de maintenant vers le futur, la possibilité de revenir en arrière. De revenir en arrière, oui, avec la théorie du dédoublement rappelez-moi, de Michel... Jean-Pierre Gauthier. Jean-Pierre, non.
Garnier-Mallet. Garnier-Mallet, voilà, c'est parce que son nom est composé et je me souvenais pas. Donc, il y a quelques personnes qui étudient le temps, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que nous vivons dans une culture qui a des certitudes fortes, et ces certitudes ont pu devenir des dogmes. Et une certitude forte, c'est que le temps est le temps, et on peut pas aller au-delà du temps et voyager dans le temps. On ne le voit que dans les livres de science-fiction et les films de science-fiction. Donc la question du temps et de pouvoir aller au-delà du temps, ça fait partie des choses dont il faut pas trop parler. Il y a une autre, et c'est complètement lié, il y a un autre dogme, tabou, certitude très fort, c'est la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons pas aller plus vite, une particule ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On verra ça juste après la pause, parce que s'il y en a qui avaient trouvé quelque chose, on en parle juste après. D'accord. IDFM 98 de la bande FM, dernière partie de cet au-delà du miroir. Avec Laurence Baranski, nous parlons de son livre. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre. En vérité, nous parlons pas vraiment du livre, mais nous en parlons quand même. Nous sommes toujours dans le 3e voyage. On n'a pas beaucoup évoqué le premier, ni le 2e. Elle va nous l'évoquer dans très peu de temps. Par contre, on était sur cette théorie de rien qui ne va plus vite que la lumière. Moi, j'ai toujours pensé que la pensée va plus vite que la lumière. Mais il y avait donc ces scientifiques du CERN qui avaient trouvé les neutrinos. Oui, enfin une particule, je sais pas si c'était un neutrino ou pas, une particule qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Ils l'ont annoncé dans les journaux et quelques mois après, ils ont dit non, on s'est trompé, c'était une erreur de calcul, de GPS en panne. Et c'est peut-être vrai, mais en même temps, c'était très étonnant qu'il l'ait annoncé comme ça. Si on pouvait, beaucoup de choses seraient révolutionnées si effectivement on admettait qu'il est possible, sous certaines conditions, d'aller plus vite que la lumière et qu'il existe une réalité qui va au-delà de la vitesse de la lumière. Mais c'est pas complètement fou, hein. Un jour, on a réussi à dépasser le mur du son. Pourquoi ne réussirions-nous pas à dépasser le mur de lumière? Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une réalité au-delà du mur de lumière. En réalité, cette réalité, c'est celle que nous venons d'évoquer, c'est la réalité des civilisations parallèles, le subtil, le sensible, l'éther, c'est toutes ces réalités-là. Notre culture matérialiste et rationaliste a du mal à dire qu'on pourra passer ce mur. Je rends hommage à une personne dont nous avons parlé hors antenne, qui est Régis Dutheil, qui lui, avec sa fille Brigitte Dutheil, a fait une proposition dans un livre superbe qui est L'homme super lumineux. Il faisait une proposition d'existence au-delà du mur de lumière. Sa fille est toujours en vie, donc ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une émission avec elle un jour. Oui, ça m'a donné plein d'idées. Plein d'idées dans votre livre. Il y a aussi des personnes que je ne connaissais pas, comme Edgardine Mitchell et la noétique. Il y avait aussi ce fameux calendrier universel de Maurice Châtelain. On découvre énormément de choses. En tout début du livre, vous nous ramenez sur Terre quand même. Hein. C'est-à-dire que ça démarre sur la Terre, sur notre Terre. Vous faites un peu un bilan aussi de l'humain. C'est un gros livre, franchement, où on se régale. Donc, vous remettez un peu en cause des dates qu'on apprend dans les manuels scolaires. Oui. Nous avons commencé et développé l'émission, et j'en suis ravie parce que je les affectionne, comme je disais, avec les civilisations parallèles. Mais c'est bien le dernier voyage. Je commence sur Terre avec un tour qui est plutôt historique sur les civilisations du passé, ce que l'on sait des civilisations du passé. Moi, je suis pas une spécialiste de ces différents sujets. Je suis pas une scientifique. Je suis spirituellement, je suis pas non plus un grand initié. Je ne suis que qui je suis. Juste depuis que je suis petite, il y a 2 questions qui m'animent. C'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Et je crois que je passe ma vie à chercher. Ce livre fait état de mes recherches, fait une synthèse de mes recherches. Et je suis terrienne, j'ai 2 pieds, je marche sur Terre. Et effectivement, mon premier voyage est un voyage historique à la rencontre des civilisations du passé. J'avais besoin de comprendre que dit la science officielle, l'histoire officielle sur
et comment est-ce qu'elle répond à cette question sur qui sommes-nous et d'où venons-nous. Il y a quelques étonnements déjà quand on commence ce voyage. C'est pas que historique parce que il y a une espèce de boîte. Il y a des certitudes là aussi. On a dit nous venons de là. Les civilisations sont nées comme ça à tel moment. L'histoire a démarré là et puis point final, on n'y revient pas. Et lorsque des scientifiques tentent de dire mais peut-être qu'avant il y a quand même eu des civilisations, c'est impossible. Il y a ce qu'on appelle la révolution néolithique qui a eu lieu il y a 14 000 ans, 14 000, 12 000, 10 000 ans en fonction des endroits du monde. Voilà, notre science officielle dit il y a la révolution néolithique. Avant, on était des hommes préhistoriques, pas intelligents. Puis tout d'un coup, nous allons devenir intelligents et nous allons nous socialiser, nous allons développer l'art, l'artisanat, le commerce. Et nous allons plus tard développer l'écriture et les civilisations vont naître de ça. Au regard de la vie sur Terre, au regard de l'existence de la Terre elle-même et de l'univers, c'est vraiment pas beaucoup. Mais la science officielle n'en démord pas. Ok, elle a peut-être raison. Sauf que lorsque des scientifiques disent les pyramides seraient peut-être plus vieilles que ce qu'on dit. Le sphinx aussi, puis on a trouvé des vestiges engloutis, puis il y a des bizarreries anachroniques quand même, comment des choses qui existent, des espèces de calculatrices ou de choses bizarres, et normalement l'humain ne pouvait pas inventer ça puisqu'il n'était pas assez intelligent. Ou des Indiens, des hindous irradiés, enfin. Oui, aussi des phénomènes nucléaires. Donc, en fait, quand on est sur le champ de l'histoire, il y a déjà, et puis les lignes de Nazca, il y a déjà, je termine ma phrase, tout plein de questions. Les lignes de Nazca au Pérou, c'est ces fameuses, sur une très grande zone géographique, ces fameux dessins d'animaux, mais pas que d'animaux, dont on se demande pourquoi ils sont là et comment ils ont été faits, à quoi ils servaient. Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup d'interrogations. La science officielle ne répond pas à tout. Dès que des scientifiques tentent de poser des questions un peu trop iconoclastes, on les taxe tout de suite de pseudo-scientifiques. Alors ça, c'est le grand truc. Ce ne sont plus des scientifiques. Ils tombent dans la catégorie des pseudo-scientifiques. Donc voilà, premier voyage autour de la Terre, je ramène toutes ces questions. Et le deuxième voyage, alors lui est un voyage autour des mythes et des civilisations disparues. Que disent les civilisations disparues? Parce que si certains pseudo-scientifiques disent qu'il a pu y avoir des civilisations dans le passé avant la révolution néolithique, donc avant il y a 12 000 à 14 000 ans, ils le disent, voilà. Que disent les mythes à ce sujet-là? Et les mythes corroborent ça, ou les mythes disent des choses qui ressemblent. Alors peut-être qu'on pourrait croiser les deux. Peut-être que les mythes ne sont pas juste des histoires que les hommes se racontaient à l'époque pour passer le temps et pour trouver du sens à cette vie qui est insensée au sens où on ne sait pas d'où elle émerge. C'est le mystère de la vie. Peut-être qu'il y avait une réalité derrière ces mythes. On va retrouver le mythe de l'Atlantide, on va retrouver l'Hyperborée, on va retrouver Agartha, la Lémurie, le continent mu. Et là où moi ça m'a étonné à titre personnel, c'est que les traditions de sagesse et notamment reprises par la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix enseignent cette histoire parallèle-là. Alors qui a raison? Qu'est-ce qu'on nous raconte? La science officielle, ce que racontent les traditions de sagesse, ce que racontent les mythes, les pseudos? Il y a un vrai questionnement autour de tout ça. Et ça m'a passionné, c'était un peu comme une enquête policière. Oui, alors vous dites quand même que la ville de Troie, qui était considérée comme complètement utopique, enfin qui a été découverte en Turquie, donc la ville de Troie a bien existé. Ouais. L'Hyperborée serait le paradis perdu. Quant à l'Agartha, ça deviendrait les enfers, cette théorie de la Terre creuse. Oui, l'Agartha, elle a une double. Elle est à la fois l'enfer et le paradis. L'Agartha, c'est le mythe de la Terre creuse. C'est un monde qui existe à l'intérieur de la Terre. Et elle est tour à tour enfer ou paradis. Tout dépend de qui on en parle, de comment on en parle. Mais oui, elle symbolise aussi les enfers. L'Hyperborée, c'est un bon continent du côté du pôle Nord, et une belle civilisation, une civilisation de dieux et de demi-dieux. Alors, serait-il possible, vous posez la question à la page 294, que des humains soient les rescapés de continents engloutis et qu'ils aient dû se débrouiller pour nous envoyer des messages, ces messages qu'ils ont
qu'ils ont un peu mis sur des grottes, puisqu'il n'y avait plus aucun... Ah oui, ça j'ai trouvé des recherches, des personnes qui ont cherché. Alors cette idée il y a eu des civilisations englouties et les rescapés ont gardé le savoir et se sont disséminés sur les continents restants. Cette histoire-là, on le retrouve dans beaucoup de mythes, de très nombreuses civilisations sur la planète entière. Sur la préhistoire aussi, on attend... Je sais pas, quand je regarde, je me dis, mais on va un petit peu vite dans les explications. Et j'ai trouvé quelques chercheurs qui disent que, en fait, c'est très intéressant, ça, comme raisonnement. J'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi est-ce que les hommes préhistoriques auraient peint à l'intérieur des grottes? Dans des endroits inaccessibles. Dans des endroits inaccessibles. Où on voit rien. Où on arrive généralement par des passages en pente. Et certains émettent l'hypothèse qu'en fait, ils ont peint pour préserver un savoir qui était le savoir sacré. Ils ont fait avec ce qui était à leur disposition. Et pourquoi ils l'ont mis au cœur des grottes? Pour préserver cette connaissance-là. D'autres disent que c'était en fait les grottes étaient le lieu d'exercice des chamans de l'époque qui exerçaient là leur art et leur pratique du chamanisme. Et voilà. Et ils voient, il y a un lien entre, voilà. Il y a un lien entre ces dessins et la connaissance. La connaissance au sens de la connaissance que les humains d'alors avaient de l'humanité, de l'histoire de l'humanité et de la vie. C'est assez cohérent de dire que les hommes préhistoriques ont peint au fond des grottes dans des endroits inaccessibles pour préserver un savoir. C'est vrai, sinon ils auraient peint dehors. Pour nous envoyer des messages et vous vous posez la question, que ferions-nous, nous, si demain tout s'arrêtait, l'Internet et mais tout oui, ça. Comment on ferait? Pourquoi évoquer les extraterrestres dans un récit consacré aux civilisations disparues en deux mots? Parce que je les aime bien, parce que j'y suis sensible depuis que je suis petite, mais pas que ça. Parce que toutes les traditions de sagesse, les mythes, qu'on aille sur les 5 continents, évoquent des êtres de lumière venus dans des vaisseaux de lumière, venus d'ailleurs, venus du ciel. C'est les Pléiades des Mayas, venus des Pléiades pour les Mayas, enfin venus les Dogons disent que leur enseignement également vient, les Dogons d'Afrique, du Mali disent que leur enseignement vient d'être. Et les ufologues d'aujourd'hui disent, eux, effectivement, font des recherches et voilà, sont convaincus de l'existence des extraterrestres. Cette hypothèse extraterrestre, loin de loufoque, est une hypothèse très, très, très sérieuse. Et si les ufologues d'aujourd'hui ont raison et disent qu'il y a des extraterrestres, pourquoi il n'y en avait pas il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans? Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas joué le rôle que les Sumériens leur attribuent? On a retrouvé des tablettes sumériennes qui parlent effectivement de ces êtres de lumière, de ces êtres venus du ciel. Et après, alors c'est toute la question. Et là, on croise, et je vais finir là, Joël, vous inquiétez pas. Je vois aussi le temps qui passe. Non, parce que vous avez croise avec les extraterrestres, avec les êtres de lumière. Parce que qui sont ces extraterrestres? Sont-ils des extraterrestres dans des vaisseaux, ou sont-ils des êtres de lumière venus d'autres plans de réalité? Et y aurait-il plusieurs sortes d'extraterrestres de niveaux de densité différents? Hop, ce n'est pas un champ de recherche d'imaginaire que j'évoque là. Pour moi, c'est un champ scientifique. Et de sources sûres, c'est les gouvernants se questionnent là-dessus et font des recherches très très sérieuses là-dessus et se passent les dossiers d'un président à un autre, quel que soit le pays. Vous parlez aussi de Hans Orbingen et de la théorie de la glace éternelle qui serait un canular d'une attaque de la Terre par des extraterrestres aussi. Oui. Donc on close ce chapitre. Alors à la fin du livre, il y a un petit texte qui s'appelle « Mais après, on fera quoi ?» Il faut que vous disiez que le « là » qu'on entend dans ce texte. Oui, imaginons qu'effectivement tout ce que je dis et mon propos est un questionnement, mais un questionnement qui met en évidence que deux forces guident l'humanité. La curiosité, on le sait depuis longtemps, c'est elle qui nous fait avancer, mais une autre force que l'on rencontre, qui est la force de l'amour, qui est une invitation très concrètement dans nos vies à développer la solidarité, la coopération, le vivre ensemble pacifié et la fraternité, la vraie fraternité, qui est un idéal démocratique politique. Donc voilà, les champs se rejoignent. Et imaginons qu'on arrive à ouvrir le champ de la connaissance, de la conscience et de l'imagination et quelque chose change en positif sur Terre. C'est très possible. Tous ceux qui sont dans l'ère du Verseau pensent que c'est possible. Je le crois aussi, même si on voit beaucoup de choses dures aujourd'hui. Imaginons que nous y arrivions et que nous mettions plus de lumière dans le monde et dans nos cœurs. Génial! Mais après,
on fera quoi? Et le là que vous évoquiez, c'est là sur la Terre, parce que somme toute, on ne sait pas où elle est, cette Terre. Un ami dit qu'elle se situe dans un univers qui n'a pas d'adresse. C'est une jolie expression. Mais c'est là que nous vivons. Donc voilà, imaginons qu'on y arrive, Joël, et je vous pose la question, puisque vous souhaitez qu'on reprenne le texte. Mais après, on fera quoi? Après, nous aurons grandi, nous serons différents. Et là, nous verrons. Oui, mais après, on fera quoi? Après, tout aura tellement changé que nous ne pouvons même pas imaginer comment seront organisées nos sociétés. Oui, mais après, on fera quoi? Certaines traditions de sagesse disent que la connaissance est amour. Si elles ont raison, et s'il est vrai que l'amour est infini, alors la connaissance aussi. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, de nos recherches, de nos étonnements, de nos questions, de nos découvertes. Peut-être même qu'un jour, on trouvera où c'est, là. À ceux qui ont peur de l'oisiveté, soyez rassurés, je crois qu'il y aura de quoi nous occuper. Il y a des mondes insoupçonnés à explorer. Mais, et après, on fera quoi? Beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de lumière, je ne sais pas. Je me dis qu'on verra. Après, on fera quoi? Vraiment, je ne sais pas. Mais dès à présent, aujourd'hui, on fait quoi? Vous en pensez quoi? C'est pour les éditeurs. Le livre est publié dans une maison d'édition que vous avez créée avec Nathalie Kompolz, qui s'appelle Lana Édition, Lahnat. Et on peut vous retrouver sur le 3 fois le tour de la terre, toutattaché.com, 3 fois le tour de la terre, toutattaché.com. Vous appelez Laurence Baranski. Est-ce que vous avez une citation, un mot pour terminer l'émission? Là, c'est le silence qui vient. Merci infiniment. Une citation, juste, oui, 2-3 mots que j'ai cités, d'Henri Laborie, un neurobiologiste iconoclaste qui m'a beaucoup inspiré. Conscience, connaissance et imagination. Il proposait d'aller plus loin, d'aller au-delà de liberté, égalité, fraternité, qui sont de belles valeurs, mais qu'il fallait, selon lui, régénérer. Et il proposait de les régénérer avec 3 mots, conscience, connaissance et imagination. Voilà, j'aimerais 3 mots qui m'inspirent et qui nous invitent à aller plus loin. Merci beaucoup. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, un gros livre, un gros livre qui vous amène partout, vraiment un état des lieux de la planète, des autres planètes, des connaissances dans tous les domaines. Merci à vous, Laurence Baranski. Merci infiniment, Joël. Merci.